Bonjour à tous, chers abonnés du millénaire. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial à une semaine du premier tour des élections législatives. On a un sujet à vous proposer, c'est Emmanuel Macron est-il en danger? Après plus d'un mois après sa réélection, qui est une réélection historique parce que c'est la première fois qu'un président de la République se fait réélire hors cohabitation depuis le général de Gaulle en 65, Emmanuel Macron a mis plus de 4 semaines à composer et à annoncer son nouveau gouvernement. Et aujourd'hui, il est plus dans une phase de paralysie et d'immobilisme, alors qu'il avait promis en 2017 de se mettre en marche. Alors Emmanuel Macron, face à des mauvais sondages aux élections législatives, face à des crises récurrentes, notamment sur la crise économique, une éventuelle crise financière, une crise en Ukraine, Emmanuel Macron est-il en danger? Peut-il perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale? Et même peut-il perdre le fil de son quinquennat alors qu'il avait promis d'être le maître des horloges? A-t-il en soi perdu la maîtrise de son destin? Pour en parler, je vais vous présenter nos chroniqueurs. Marion Pariset. Bonjour. Bonjour Marion, qui est élue locale et qui est notre secrétaire général du millénaire et qui va notamment revenir sur l'analyse politique d'Emmanuel Macron, sur les élections législatives et sur son quinquennat. Bienvenue à toi Marion. Merci. Et ensuite, après, je vais vous présenter Pierre Clairet. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Pierre. Tu es analyste du millénaire, directeur adjoint du pôle politique et tu vas notamment revenir sur les questions européennes et également à décrypter avec nous si Emmanuel Macron est en danger ou pas. Bienvenue à toi Pierre. Merci beaucoup, William. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir sur le sujet Emmanuel Macron en danger en 4 parties. D'abord, on va faire un petit point sur les élections législatives, dont je rappelle, le premier tour se déroule la semaine prochaine. Donc, on va parler du rapport de force entre les différentes forces politiques et vous allez également donner vos prévisions et vos pronostics au vu de la dynamique que nous avons rencontrée depuis plusieurs semaines et dans la situation dans laquelle on est actuellement. Ensuite, nous allons revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron qui essaye de reprendre la main, notamment en énonçant plusieurs pistes et on s'est décrypté notamment l'annonce d'un Conseil national de la refondation en lien avec le Conseil national de la résistance après la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, après, nous allons analyser sur quelle politique nationale pour Emmanuel Macron. Et enfin, comme nous l'avions promis lors de notre décryptage d'Elisabeth Borne, nous allons énoncer les principes de la politique étrangère et européenne d'Emmanuel Macron. Alors pour commencer, on va commencer par la première partie qui est sur les élections législatives. Et sur ce point, Pierre, je crois que tu as analysé avec attention les derniers sondages et tu vas peut-être nous décrire le rapport de force des différentes forces politiques à l'occasion des élections législatives. Oui, bien sûr, William. Comme tu l'as rappelé, nous sommes à une semaine du premier tour. Et donc, dans un sondage, IFOP fiducial, sur le baromètre des élections législatives, donc le rapport de force était le suivant. La coalition Ensemble, donc la majorité présidentielle, était donnée à 27% des intentions de vote au premier tour, alors que la NUPES était à 25%. En termes de sièges, tout cela nous donnerait entre 275 et 310 sièges pour la majorité présidentielle contre 170 à 205 pour la NUPES. C'est quelque chose de très Et important. tu, Est-ce et qu'on tu- peut et se tu- et tu demander aurais, si... juste avant, tu aurais Oui, les dis-moi. élections pour les Républicains, pour Reconquête et Oui, bien Rassemblement. sûr. Donc, les républicains sont donnés entre 35 et 55 sièges et le Rassemblement national entre 20 et 50 sièges. Et donc, on peut interpréter ce sondage comme de la manière suivante, c'est-à-dire que pour la première fois, Emmanuel Macron n'est pas vu comme étant capable d'avoir une majorité absolue au Parlement, à l'Assemblée nationale, pardon. Ce qui est énorme, sachant que pour un président qui voulait réformer et qui voulait imposer ses idées, il ne compterait pas donc au moins 289 sièges, ce qui est la majorité absolue au Parlement. Est-ce que Pierre, toi, tu vois ça comme un élément particulier? Parce qu'on dit souvent, notamment depuis l'apparition du quinquennat, que l'élection législative est une formalité pour le président qui est élu. Et comment tu expliques, toi, que Emmanuel Macron, n'est pas la majorité, alors qu'on disait après le second tour de l'élection présidentielle que ces élections législatives seraient finalement une formalité? Comment tu l'expliques, toi, que le fait qu'Emmanuel Macron ait des difficultés au niveau sondagier pour l'instant? Ben, pour l'instant, je vois ça comme une perte, la fin de l'état de grâce d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, ça ne remet pas en cause le fait qu'il sera en tête
au soir du second tour des élections législatives, mais ça montre bien que justement il y a une remise en question de la politique de Macron, c'est-à-dire que la NUPES qui a adopté jusqu'à maintenant le discours le plus extrême, le plus populiste, diront certains, c'est beaucoup plus les Français parce comment dire, ils parlent de choses qui sont très importantes pour elles, c'est-à-dire le pouvoir d'achat et l'inflation. Emmanuel Macron aujourd'hui, et on attend véritablement des résultats. Beaucoup de Français, pour moi, veulent envoyer un message fort à Emmanuel Macron. Le message est le suivant, c'est-à-dire, pour l'instant, nous ne te faisons pas confiance. Nous attendons donc des actes, des déclarations fortes, que tu travailles sur certaines choses, par exemple sur le pouvoir d'achat, avec ce chèque alimentation qui est promis depuis des mois et qui n'a toujours pas abouti. Et aujourd'hui, donc, les Français, pour moi, envoient un message fort à Emmanuel Macron. Après, il y aura peut-être au soir du premier tour, donc, comment dire, une recrudescence des gens, des abstentionnistes ou des gens qui ont voté pour les Républicains ou pour le RN même, qui vont se dire je dois les voter utiles pour donner une majorité à Emmanuel Macron. Mais le message aujourd'hui est clair, c'est qu'il y a une remise en cause et on veut véritablement ne pas signer un blanc-seing à Emmanuel Macron. On veut véritablement lui montrer que les choses ne sont pas aussi faciles, que son état de grâce est terminé. Ok, merci Pierre. Marion, je vais te poser la même question. C'est plutôt surprenant et c'est plutôt paradoxal parce qu'on disait qu'avec l'inversion du calendrier et que désormais avec l'apparition du quinquennat et l'alignement entre l'élection présidentielle et législative, normalement le président élu dispose toujours d'une majorité assez confortable. En tout cas, si on prend les élections de 2002 qui avaient conduit à l'élection de Jacques Chirac, l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, l'élection de François Hollande en 2012 ou même l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, il y avait même une vague traditionnelle. Et puis il y avait certaines personnes qui disaient que c'était même à ce point-là caricatural parce que des chèvres avec une étiquette La République en marche auraient pu être élus députés. Qu'au final, on s'en foutait complètement de la personnalité des gens, mais que les gens votaient pour Emmanuel Macron pour lui donner une majorité. Toi, comment tu interprètes les sondages donnés par Pierre et le fait qu'Emmanuel Macron pourrait, c'est pas qu'il perd pour l'instant, mais c'est qu'il ne disposerait pas d'une majorité absolue. Et peut-être que tu peux nous expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est grave pour lui s'il n'a pas de majorité absolue. Moi, j'y vois surtout la difficulté en fait à reconstruire la mobilisation qu'il a eue au présidentiel. Au présidentiel, il a réussi à finalement fédérer, si on peut dire ça, hein, que la fédération implique une forme d'adhésion à un projet commun. Je ne suis pas sûre que ce soit ça, mais en tout cas, à rassembler les électorats autour de sa candidature en opposition à l'extrême gauche et en opposition à l'extrême droite. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, cette dynamique-là ne se reproduit pas dans la même ampleur, en tout cas pour les législatives. Ce qui peut être lié à plein de choses, et notamment à des différentiels sur la mobilisation des électorats, au fait qu'il y ait en effet une volonté, une fois que le président est élu, et le président est considéré par la plupart des Français comme étant la personne aujourd'hui qui concentre les pouvoirs, et dans les faits, Emmanuel Macron a quand même largement centralisé la gouvernance du pays. Cette idée-là laisse la place, en fait, pour les électorats de pouvoir se dire aux législatives, je peux me permettre de voter autre chose puisque les enjeux ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas nécessairement aussi cruciaux, dans le sens où le Parlement, malheureusement, souffre quand même d'une décrédibilisation. Malgré le fait qu'il reste un contre-pouvoir. Il y a un peu une double dynamique. Il est décrédibilisé, donc on se dit, bon, je peux me permettre de faire un vote, peut-être un peu plus un vote de cœur, même il aurait été plus dangereux ou moins accepté au niveau du vote à la présidentielle. Et en même temps, voilà, c'est un vote pour manifester une forme de désaccord vraiment avec le chef de l'État. Par contre, ce que je vois aussi dans les sondages, même si la NUPES pour le moment s'en tire toujours bien, c'est que ils ont une difficulté avec plus le temps passe, plus ils vont avoir du mal, eux, à mobiliser leur électorat. Ils ont une dynamique qui me semble assez contraire à celle de la présidentielle. Avec la présidentielle, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon se rassemblait et grossissait en arrivant près de l'élection, près de l'échéance, alors que là,
plus le temps passe, les législatives étant moins claires comme enjeu dans l'esprit d'un certain nombre de Français, et notamment peut-être parmi les classes populaires qui ont déjà du mal à se mobiliser pour aller voter sur ces élections-là. Plus le temps passe, plus Jean-Luc Mélenchon et la NUPES ont des risques de perdre une partie de leur électorat et du coup de baisser dans les sondages. Okay. Et pour les enjeux, ils sont importants pour Emmanuel Macron. C'est que s'il n'a pas la majorité, il sera obligé de faire alliance. Obligé de faire alliance pour obtenir la validation par l'Assemblée nationale du gouvernement qui sera nommé. C'est là où Jean-Luc Mélenchon voulait ambitionner en tout cas de faire une espèce de coup d'État constitutionnel en imposant son nom comme Premier ministre. À ce stade, ça paraît complètement impossible puisque même si la NUPES arrive à faire 205 députés et que le divers gauche arrive à en faire 10, on est très très loin d'une majorité. Il ne pourrait pas l'imposer seul. Par contre, si Emmanuel Macron est en dessous des 295, c'est ça 289. 89, Pierre, mais c'est bien 289, je crois. Hein. C'est 289 sièges. C'est ça, 289 députés. Ben là, il devra faire alliance déjà pour cette première étape, pour pouvoir valider son gouvernement, donc potentiellement avec la droite, parce que c'est plus simple quand même de faire alliance avec un parti qui est moins fort. Et à ce stade, les Républicains sont donnés à 35-55. C'est plus facile de faire une alliance avec 35-55 députés qu'avec 205. Ça ne donne pas le même poids dans les rapports de force. Et puis après, par la suite, pour gouverner, puisqu'une fois le gouvernement validé, il faut faire passer les lois. Et dans ce cas-là, ça veut dire que chaque loi fera l'objet, là encore, d'un rapport de force entre les différents partis pour pouvoir avancer. Et là, on aura sans doute, dans ce cas-là, si Emmanuel Macron n'a pas une majorité absolue, la possibilité finalement que selon les projets de loi, ce soit plus ou moins porté ou fait avec l'appui de la gauche ou avec l'appui de la droite, selon les thématiques et selon les sujets portés, ce qui revient à l'état d'esprit d'Emmanuel Macron depuis le début. Ok, merci Marion. Pierre, je vais te poser la question suivante. Est-ce que c'est vraiment grave si Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue? Parce que peut-être que les Français se disent Emmanuel Macron a été élu par défaut en opposition à Marine Le Pen et en opposition à Jean-Luc Mélenchon. Donc, du coup, c'est un choix par défaut plutôt qu'un choix par adhésion. Et est-ce que les Français ne veulent pas se dire, bah, si on lui donne une majorité relative, eh ben, il sera obligé de composer et d'écouter d'autres forces politiques. Et finalement, s'il a 275, 280 députés, il sera obligé soit, en fonction des projets de loi, comme l'a rappelé Marion, de gouverner un peu avec la gauche, le PS, parfois un peu avec la droite en fonction des projets, et qu'au final, que les Français vont conduire Emmanuel Macron à faire ce qu'il avait promis en 2017. Ça veut dire faire appel à d'autres forces politiques, faire appel à la société civile. Marion, je te voyais réagir aussi, mais peut-être que tu veux réagir avant par rapport à ça, parce que c'est toi qui avais soumis l'idée. Non, Pierre, du coup, voilà, est-ce que ça, on revient pas au Emmanuel Macron d'origine, qui s'est obligé de parler à tous les partis plutôt que de s'imposer comme un hyper-président? Bah, évidemment, ça va être le cas. Et lui, il n'a pas envie de ça parce il se veut Jupiter, il se veut tout puissant Oui, et mais, donc il n'est pas regarde dessus. concevable dans son esprit de. Oui, mais regarde dessus, quand on a commencé les élections législatives, ce qui était étonnant, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un paradoxe sur ces élections législatives, c'est qu'il y a 66% des Français qui disaient qu'ils voulaient une cohabitation et qui ne voulaient pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Et en fait, donner une majorité absolue à Emmanuel Macron, c'est lui conférer les pleins pouvoirs. Mais ce que les Français n'ont pas en tête, les premières scènes qu'on voit avec les députés La République En Marche, qui étaient inexpérimentés, qui pratiquaient, comme sur l'affaire Benalla, une forme de sectarisme sur les commissions d'enquête. Et au final, ça revalorisait le rôle du Sénat. Est-ce que les Français, fidèles avec eux-mêmes, ne veulent pas en fait limiter les pouvoirs d'Emmanuel Macron pour éviter éventuellement des dérives et pour donner à l'Assemblée un rôle de contre-pouvoir à Emmanuel Macron? Si, c'est clairement ce que les Français recherchent, c'est-à-dire sinon Emmanuel Macron serait encore dans les sondages, on lui donnerait encore une majorité claire avec 330 ou 350 sièges. Donc c'est clairement ce que les Français veulent, c'est-à-dire ils ne veulent plus connaître ce qu'ils ont connu par le passé, c'est-à-dire euh, comment dire, une démocratie qui est verrouillée et subir véritablement sans que même le Parlement ait quoi que ce soit à dire. Parce que c'est vrai qu'en donnant une majorité
absolue à Emmanuel Macron, celui-ci va s'empresser de verrouiller le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui l'inquiète parce que s'il n'a pas, il n'a pas cette majorité claire au Parlement, il ne va pas pouvoir mener à bien comment dire, Justement, les réformes. on en parlera en troisième et quatrième partie sur ce qu'il peut faire. Moi, ce que je vous propose, c'est que à une semaine du premier tour des élections législatives, vous allez me donner votre pronostic et éventuellement vos probabilités sur les différents scénarios. Moi, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a à peu près, allez, il y a trois scénarios à peu près. Premier scénario, Emmanuel Macron remporte la majorité absolue, donc il remporte plus de 289 sièges. Deuxième scénario, il a une majorité relative, donc termine toujours en tête, mais en dessous des 289 sièges. Et ensuite, après, il y a un troisième scénario, éventuellement, s'il y a une poussée dans les sondages comme au premier tour de l'élection présidentielle, c'est la NUPES qui arrive en tête lors du premier tour, et donc du coup, se posera la question. Et ce que j'essaie de voir, c'est, pour expliquer à nos auditeurs, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces trois scénarios. On est à peu près d'accord, si Emmanuel Macron, il n'y aura pas de débat, remporte une majorité absolue, Elisabeth Borne est maintenue et l'ensemble du gouvernement est maintenu, et on aura des secrétaires d'État qui vont être nommés en plus. Donc ça, on est à peu près d'accord, on ne reviendra pas dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le deuxième scénario, si Emmanuel Macron est danger. Comment vous le voyez si Emmanuel Macron est minoritaire? Comment il va le jouer politiquement? Et est-ce que vous voyez notamment, Marion, est-ce que tu penses que Elisabeth Borne va faire peut-être le plus court mandat à Matignon de l'histoire si Emmanuel Macron est minoritaire? Enfin, pas minoritaire, ce n'est pas vrai, je me suis trompé, c'est plutôt s'il a une majorité, non pas absolue, mais relative, donc en dessous des 289 sièges. Est-ce que tu vois Elisabeth Borne tenir après le second tour des législatives si par cas Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue? On va pas lui souhaiter parce que ça serait quand même hyper court pour une nomination symbolique de deuxième femme première ministre de l'histoire. Ça serait dommage que ça ait été aussi temporaire. Euh, Moi, parmi tes scénarios, pour moi, il aura la majorité absolue, mais de justesse. Tu vois. Je le vois mal à 310, mais je le vois pas, je le vois pas largement en dessous des 289. Parce que je pense qu'il y aura un effet, peut-être même peut-être pas de vote utile, mais dans une certaine mesure, peut-être un petit peu quand même. Dans tous les cas, ça va compliquer les choses et Elisabeth Borne, est-ce qu'elle peut se maintenir ou pas? Franchement, je ne saurais pas dire à ce stade. Ça va se jouer sur tellement peu de choses que c'est très difficile à dire. Bah, Par contre, ce qui tu va nous être réserveras intéressant, ta réponse pour le soir du second tour, pour le décryptage du second tour, tu nous voilà, diras par exemple, comment tu l'analyses en fonction des résultats. Donc toi, tu dis, exactement. ça dépendra des Mais par résultats, contre, et en fonction des résultats, il y aura Emmanuel Macron fera des ajustements politiques, ou des oui. ajustements ou des changements. Ok. Et par contre, là où va y avoir aussi des choses, ça va être en interne au groupe ensemble. Parce que justement, s'ils sont de justesse à la majorité absolue, s'ils perdent ne serait-ce que un sous-groupe, je sais pas, Horizon, Territoire de Progrès, enfin, ils sont plusieurs quand même à l'intérieur, avec chacun des ambitions, avec chacun des objectifs, avec des jeux de pouvoir qui sont réels, même si là, on les voit dans les sondages uniquement rassemblés sous une étiquette commune. Ces jeux-là vont entrer en compte pour l'évolution du gouvernement aussi. Alors même s'il arrive à obtenir une majorité, le fait que ça soit une majorité juste va renforcer le poids des différents groupes à l'intérieur d'ensemble. Et ça serait intéressant à regarder. Ok, merci Marion. Pierre, je vais te laisser conclure sur cette partie. Je vais revenir sur un point qui est précis. Tu nous as décrit les sondages nationaux, et ce qu'on voit aussi, Hum, c'est que des sondages sont sortis avec des circonscriptions précises. Et notamment, toi hum, qui es spécialisé des affaires européennes, le ministre des Affaires européennes, le ministre de l'Europe, délégué à l'Europe, Clément Beaune est annoncé perdant aujourd'hui. oui, Il est annoncé perdant à 51-49, alors qu'il était mis en place, il était parachuté. Tu maîtrises le sujet mieux que nous. Tu as oui. suivi Clément Beaune, notamment ces dernières années, sur une circonscription dite imperdable. Première question, s'il perd, est-ce qu'il doit démissionner? Et deux, est-ce que ça ne signifie pas que même les poids lourds de chez Macron sont en difficulté? Et donc, ça montre la fragilité d'Emmanuel Macron. Et ça revient à mon sujet, Emmanuel Macron n'est-il pas en danger?
Clément Beaune perdant, une majorité rétrécie, et Clément Beaune est l'image de ce que c'est que le macronisme. Comment tu l'analyses, toi, le fait qu'il soit annoncé perdant, Clément Beaune, contre la France insoumise de Karine Mécari? Oui, oui, ça a fait beaucoup de bruit. On va dire, c'est la circonscription à Paris qui fait le plus de bruit actuellement. C'est-à-dire de voir Clément Beaune, qui est le chouchou du président, se faire sortir au soir de second tour. Ça aurait été inimaginable pour moi il y a une semaine. Mais ça montre bien que justement, il y a une certaine forme de grogne dans le pays et que justement, on ne veut pas signer un blanc-seing, encore une fois, à Macron. Et ça montre aussi que justement, à la différence des élections de 2017 où Macron, où même une chèvre aurait pu être élue si elle se présentait avec l'étiquette de la République en marche, aujourd'hui, les Français ne veulent pas laisser Macron faire ce qu'il veut. Donc moi, j'interprète ça comment? J'interprète ça comme le fait que justement Macron va devoir faire des ajustements. Justement, Bah, maintenant, est-ce que justement, je... on va en parler, Pierre, je me permets de t'interrompre. Du coup, on va parler de la question Hmm. des ajustements. Parce qu'en fait, ce qu'on voit notamment, c'est que Emmanuel Macron est sur une dynamique baissière, on est à peu près tous d'accord. Il Mhm. a, il n'est pas en bonne dynamique, par conséquent. Et il a décidé de reprendre la main. Alors qu'il avait été très silencieux. Il faut se rappeler que le soir du second tour, il avait dit, vous inquiétez pas, j'ai compris le message des élections, le Front National est à 42%, et je vais promettre de grands changements et une grande rénovation démocratique. Et donc, du coup, il donne une interview vendredi soir à la presse régionale, auquel il annonce une série de mesures, et notamment, j'aimerais revenir sur ce point-là. Déjà, une première question que je vais vous poser à tous les deux sur pourquoi est-ce qu'il prend la parole maintenant? Et deuxième point, j'aimerais avoir votre avis sur le Conseil national de la refondation. Mais d'abord, en lien avec le sujet précédent, je vais vous poser la question, pourquoi est-ce que pour vous, il prend la parole maintenant? Pierre, je vois que ça t'amuse, donc je vais te Oui. redonner la parole. Et donc, du coup, on a la deuxième partie, l'interview d'Emmanuel Macron. Comment tu l'analyses politiquement? Pourquoi est-ce qu'il prend la parole tactiquement maintenant? Bah, Tactiquement, tout est tactique et communication chez Emmanuel Macron, comme tu le sais. C'était la première interview fleuve qu'il donnait depuis sa réélection. Et ce n'est pas anodin, c'est-à-dire ça arrive au moment où justement on le dit en danger, au moment où on lui promet on dit que sa majorité absolue à l'Assemblée n'est pas acquise. Donc lui, il y va. Il va faire une interview au fleuve en essayant de répondre, de montrer proche des Français et de répondre à leurs questions, à leurs préoccupations. Et donc, il n'a pas oublié d'en mettre, comment dire, de charger, on va dire, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire surtout Jean-Luc Mélenchon. Il a voulu rappeler que justement, et on ne peut pas, et c'est quasiment impossible, et qu'on ne peut pas, donc, il est très rare de gagner une élection à laquelle on ne se présente pas, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, il a bien rappelé que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se veulent des personnages qui promettent le désordre et la soumission. Et en fait, cette Tu interview, penses pour moi, il désigne qui en parlant de désordre et il désigne qui en parlant de soumission? Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? alors, des ordres de soumission, donc des ordres par rapport donc, aux volontés de l'un et de l'autre de vouloir sortir de l'Union européenne ou Tu de penses que l'euro. c'est pas... moi, je le voyais plutôt désigné différemment. Je pensais que le désordre, c'était Mélenchon et la soumission, c'était Marine Le Pen. Marine Le Pen en soumission à Vladimir Poutine et Mélenchon, le désordre. Mais toi, tu penses que c'est les deux, toi, Je pense que que c'est il Moi, les moi, deux désigne... je pense aussi. que c'est les deux parce que l'un Ok. comme l'autre, et c'est ce qui a fait beaucoup de bruit en fait dans les rangs du PS, parce que le Donc, en PS, fait, donc, il renvoie les extrêmes l'un à l'autre, en fait. oui, Il voilà. dit que Et l'un l'extrême l'un gauche et est aussi l'autre, bon que l'extrême droite. voilà. Et l'un et l'autre, et c'est la question de la soumission, l'un et l'autre veulent justement qu'il y ait des relations diplomatiques et qu'il y ait une discussion avec Vladimir Poutine. Donc, il les met un petit peu dans le même sac. C'est un petit peu moi ou la chienlit, on va dire, moi ou le désordre et la soumission. Et donc, pour eux, l'un comme l'autre, il n'y a pas trop de différence. Ils promettent là le désordre et la soumission. Donc, Merci, pour merci moi, Pierre. Je vais laisser ouais. réagir Marion sur ce point-là. Donc toi, tu penses que c'est pas désigné l'un à l'autre, tu penses que c'est pas Marine Le Pen la soumission et Jean-Luc Mélenchon le désordre, tu penses que les deux sont collés et qui renvoient en fait, parce que c'était une question qui était posée en fait, est-ce que le PS a le droit de Mhm. s'allier avec Mélenchon qui est d'extrême gauche et donc du coup, est-ce que l'extrême Mm. gauche est plus respectable que l'extrême droite? Toi, tu penses que Macron met les deux dos à dos, il met les deux à équivalent, Mélenchon et Le Pen.
Et donc, Mais oui, du dans coup, la même logique que pour la présidentielle, en fait. Dans la même logique que pour la présidentielle, pour finalement avoir lui au centre comme seule option acceptable dans le paysage politique. C'est assez, enfin, je pense que c'est plutôt dans cet esprit-là que c'est amené, sachant que autant Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen peuvent être ramenés à une position d'ambiguïté face à Vladimir, ambiguïté au mieux face à Vladimir Poutine, et que dans ce sens-là, en fait, les dynamiques de désordre entraînent la soumission de facto parce que nous fragilise dans nos alliances, notamment au niveau européen, etc. Et que les deux, même s'ils procèdent de schémas différents et de logiques différentes, finalement, mèneraient au même résultat. ok, donc toi tu le vois comme ça et je vais te poser la question, je vais te poser la même question qu'à Pierre, peut-être que tu auras un avis différent. Pourquoi est-ce qu'il fait l'interview maintenant et tactiquement pour toi, à qui il s'adresse en fait? Parce qu'on, du coup, je pense que tu auras le même avis que Pierre et que moi, c'est que il fait cette interview parce qu'il est plutôt en dynamique baissière. Mais pour toi, à qui il s'adresse spécifiquement? Toi, est-ce que cette interview t'a parlé? Euh, pour toi, à qui il s'adresse véritablement en fait? À quel camp il veut parler? Bah, déjà, il faut le noter, il passe par les journaux régionaux. Donc, il a plutôt, je pense, l'intention de s'adresser à un électorat qui n'est pas celui qu'il a traditionnellement le plus attaché à lui, qui n'est pas l'électorat urbain, qui va plutôt être, enfin, urbain, mondialisé, etc., qui va plutôt être sur des médias nationaux. Donc, il veut parler pour moi, à monsieur et madame tout le monde qui vivent dans des petites villes, dans des villages, etc., pour pouvoir les toucher. En effet, avant les législatives, pour peut-être renforcer ces candidats qui ne sont pas forcément tous bien ancrés, mais sans pour autant, parce que moi je trouve quand même que ce qui est marquant dans cette interview, c'est que ça n'est pas pour autant une tentative réelle de nationaliser le débat des législatives. Et il n'a pas intérêt à le faire parce qu'il ne faut pas qu'il crée, en fait, qu'il fasse des législatives au niveau local, des référendums pour ou contre lui. Parce que dans ce sens-là, il serait mis en difficulté. Et d'ailleurs, c'est potentiellement un peu pour ça aussi qu'il a pris du temps à installer un gouvernement, à nommer une première ministre, etc. C'est pour finalement éviter de faire des enjeux des législatives, de la campagne des législatives, une campagne qui soit nationale et sur laquelle il puisse, lui, directement être ciblé. Et sauf que là, il remet finalement des petits éléments qui sont des éléments qui, on le voit, hein, il parle beaucoup du pouvoir d'achat, il parle de la question de l'essence, il parle finalement de ces nouvelles méthodes par le bas de faire émerger les solutions, etc., qui reviennent finalement à l'origine du projet macroniste, hein, qui était un projet qui se voulait monter par le bas. Avec tout ça, pour moi, il veut en fait dire déjà vous serez écoutés, je comprends vos préoccupations et vous serez écoutés parce que de toute façon, les solutions, elles se feront pas du haut en bas, mais du bas vers le haut. Et justement, Et je donc, vais. sans rentrer réellement dans un débat national, il place des petites pierres pour dire globalement, je ne suis pas votre ennemi. Ok, Pour mais moi, c'est un peu ça. j'ai vu Pierre réagir, mais juste avant, avec ce que tu as dit qui est très intéressant, Marion, il y avait deux questions qui m'intéressaient. Parce que toi, tu as plutôt grandi dans un petit village de Bretagne, donc du coup, Mm. ça va permettre de nous comprendre comment on pense en fait dans les territoires ruraux. Est-ce que tu penses que le fait de mettre dos à dos Mélenchon et Le Pen, vis-à-vis des personnes rurales plutôt âgées, par conséquent, notamment c'est le public qui est visé, il n'essaye pas de faire peur à ces personnes-là pour qui votent utile? C'est la première question que je te pose. Et suite à la question que tu as posée, en fait, par rapport à son interview, le fait de nationaliser le débat, est-ce que tu ne penses pas que du coup, tout son point était un coup tactique? Mais c'est moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'il s'était fait élire au premier tour en provoquant un vote utile d'une partie de la gauche et surtout des électeurs de Pécresse sur lui, en disant la situation est très grave, on n'a pas le temps de prendre un stagiaire parce qu'il faut prendre des décisions rapides sur la crise économique et sur la crise diplomatique. Et je trouve pas qu'il y ait une forme d'ambivalence et d'arnaque en quelque sorte à dire que la situation était très grave avant le premier tour et finalement, eh ben, on a le temps de prendre 4 semaines pour nommer un gouvernement. Moi, je trouve ça quand même assez paradoxal. J'ai vu ça, c'était un point, et puis après je te laisserai parler. Il avait dit, notamment après le fiasco au Stade de France,
et il avait fait part de son commentaire sur Darmanin en disant qu'il était indigné. Mais s'il est indigné, il faut agir. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas viré Darmanin, il n'a pas viré l'Allemand? Et c'est ça que je ne comprends pas, mais peut-être que Marion, sur ces deux points, tu vas nous apporter des éclaircissements. Et puis après, Pierre, je te laisserai évoquer, parce que toi aussi, je vois que tu sens une ambiguïté chez Emmanuel Macron et une forme d'arnaque. Ah oui. Non, mais je pense que ton point, il est très juste hein, sur le fait de mobiliser l'électorat peut-être un peu plus âgé, l'électorat qui est moins politisé parce que justement pas dans les grandes villes, pas dans les milieux politiques et à la campagne pour les rassurer et leur donner des perspectives aussi. Ouais, je pense que tu as un très bon point là-dessus. C'est vraiment ça. Enfin, ça sert à ça. Et c'est vrai que moi, en lisant l'entretien, je me suis dit, oui, les thématiques, en effet, elles pourraient parler à mes parents, elles pourraient parler à mes voisins. Hein. C'est vraiment Et ça. juste un petit point, je suis désolé de te couper. Le fait que ce soit dans la presse régionale, et notamment, on sait que sur l'Ouest, c'est plutôt un territoire de centre-gauche, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine. Le fait de s'adresser à Ouest-France, est-ce que ça ne permet pas de parler à l'électorat socialiste qu'il a perdu aussi, notamment entre 2017 et 2022? C'est toutes ces questions-là, en fait. Est-ce qu'il y a un gros coup tactique? Parce qu'il a perdu cet électorat un peu socialiste et que c'est un électorat qui se partage aujourd'hui entre Mélenchon et Macron. Après, il me semble que les journaux qui ont été ciblés, ils ciblent toutes les Ouais, régions, hein, ouais, c'est très tout à large. fait. Et en fait, Ouest-France, si on veut parler, enfin, c'est le journal régional que tu veux pas éviter parce que c'est le plus gros en termes de tirage. Même au-delà des questions d'orientation politique, etc., c'est le plus gros en termes de tirage. Et très clairement, hein, moi, je vois très bien, il était tout le temps, enfin, chez mes parents, il y a tout le temps l'Ouest de France. Hein. Et C'est vraiment la base. dans tous les bars, dans toutes les librairies, Oui. dans tous les Non, mais c'est bistrots. normal parce que c'est un journal qui permet de faire le lien, d'avoir autant des informations au niveau local qui sont spécifiques au territoire immédiat et en même temps des informations nationales, voire internationales. Donc, c'est le bon niveau pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Et ta deuxième question, c'était sur l'ambiguïté, c'est ça, Des entre ambivalences le délai qu'il a pris entre pour. l'urgence et d'être en crise et de Mm. prendre autant de temps à prendre des décisions, à composer un gouvernement. Bah, c'est une question qui lui est posée hein, dans l'entretien. Ouais. Et il y répond en disant, voilà, il faut distinguer en gros l'urgence et la précipitation, ce qui en soi est pas. Ça peut être vrai, ça peut être vrai. Euh, Dans les faits, aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pu faire avancer beaucoup de choses avant les élections législatives? Il aurait pu envoyer des signaux plus forts, mais c'est vrai qu'il risquait en parallèle de se mettre en difficulté si ses marqueurs étaient trop forts et nationalisaient la campagne des législatives, sans pour autant pouvoir réellement être en mesure d'initier de gros projets en termes de réforme ou en termes de projets de loi ou autre, puisque de toute façon, ça allait être suspendu à l'élection législative. Donc en soi, je pense il y a de la stratégie derrière. Ça peut prêter à confusion et ça peut prêter à une mauvaise interprétation. Ça, par contre, je suis d'accord et ça prête le flanc en tout cas à des critiques. Est-ce que c'est pour autant, est-ce que ces critiques sont réellement fondées ou est-ce que finalement c'est des critiques mais c'est de la communication en fait. C'est une façon de l'attaquer, c'est une façon de le mettre en difficulté, mais pour le coup, je pense que s'il avait été plus rapide, ça n'aurait pas forcément eu un impact immédiat beaucoup plus important. Ok. Eh ben, écoute, merci Marion pour tes différents points qui sont très intéressants et très précis. Pierre, je vais te poser la question que j'ai posée à Marion. Et Marion, notamment, était revenue sur sa partie d'entretien en disant il faut différencier urgence et précipitation. Toi et moi, on a suivi à peu près le même cursus ou le même type de cursus. Est-ce que c'est pas le même type de banalité qu'on apprend pour préparer les entretiens d'entretien d'embauche en disant quel est votre principal défaut? Ah, je suis perfectionniste. Ah bah, c'est à peu près le même type. C'est ce que moi, ça m'a fait penser quand Marion a évoqué son point. Est-ce que tu ne trouves pas qu'Emmanuel Macron est tombé dans une certaine banalité dans ses réponses et qu'il a perdu son caractère disruptif? Et je reviens sur la question, est-ce qu'il n'y a pas une grande arnaque sur le fait de dire électeur de droite de Valérie Pécresse ou électeur de gauche d'Anne Hidalgo, votez pour moi dès le premier tour parce que nous sommes en crise, on n'a pas le temps de prendre un stagiaire.
et qui met 4 semaines à composer un gouvernement, et il met 5 semaines à évoquer les différents points, et il n'a toujours pas agi sur la question du pouvoir d'achat. Il n'est pas présent sur la scène internationale, il se fait même critiquer par Zelensky, et donc on va aborder tous ces points-là après, mais je ne trouve pas qu'il y a une grande ambiguïté, voire même arnaque par rapport à ce qu'il a vendu aux Français lors de l'élection présidentielle et par rapport à ce qu'il fait. Ah, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Pour moi, c'est un peu une arnaque. Et là, justement, il agit dans l'urgence. C'est-à-dire, il a essayé d'endormir les Français 4 semaines. Après, on nomme un gouvernement board, soi-disant, qui était clairement un gouvernement de communication. Avec, on rassemble, on ratisse large, on va prendre Papendai, par exemple. À côté de ça, bon, rien n'a été fait. Il a vu que ça n'a pas marché. C'est-à-dire, elles sont soi-disant donc, gouvernement de combat. On a très bien vu, il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a rien pour l'instant. Et là, il y a les sondages négatifs pour la majorité présidentielle. Alors là, il va au front. Il va au front. Il fait ce qui marche. Il fait ce qui marche. Et donc, il va essayer de jouer, pour moi, le même scénario que lors de l'élection présidentielle. Donc toi, tu dis, il bouge Oui, uniquement parce qu'il a peur des sondages et il a peur du score. oui, Donc en fait, oui, il pour moi, réagit qu'à la pression. Bon. ouais, pour moi, là, Emmanuel Macron a montré que c'est un petit peu un animal blessé, en fait. Et il va essayer de rejouer ce qui a très bien marché lors de l'élection présidentielle, c'est-à-dire, il ne va pas parler de fond, mais plutôt sur la forme. Il va dénoncer, ah, si c'est pas moi, ça va être la soumission, si c'est pas moi le désordre, il n'y a aucun acte qui peut le montrer, mais c'est pareil, il va essayer de jouer ça, il va faire peur et il va encore espérer qu'il y ait un vote utile qui donnera une petite majorité, on va dire, absolue. En tout cas, c'est ce qu'il espère. Et bah, il va dans son sens. Il dit, mais c'est pas grave, votre voix, pour une fois, sera écoutée. Dans l'entretien, il parlait Justement, donc justement, oui, Justement, on va aboutir à la question du fait d'être écouté. Je te laisse terminer et ensuite, après, on doit hmm. avancer. On va parler du Conseil national de la refondation. Vas-y, Pierre, je te laisse terminer et puis après, on en parlera. Non, c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais après, il a aussi, dans l'entretien, il a parlé donc justement d'un débat parlementaire et d'un débat qui se ferait sur la proportionnelle, en fait, dès 2023. Il essaye pour moi de noyer le poisson et il essaye d'aller au plus rapide pour, pour ne pas être embêté par la suite, pour avoir ces 289 sièges qui signifieraient beaucoup pour lui, en fait. Merci Pierre. Je vais aborder l'idée essentielle, l'idée qui est le plus ressortie en tout cas de son entretien, c'est le Conseil national de la refondation. Notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez de son discours du 14 juillet 2020, au moment où on était encore dans la crise sanitaire. Il avait fait le parallèle entre le fait de ce qu'on avait vécu lors de la crise sanitaire et l'après-Seconde Guerre mondiale. Et il avait toujours établi ce type de parallèle entre la crise sanitaire et la Seconde Guerre mondiale. Et nous-mêmes, dans nos textes, nous avions dit la même chose aussi. Est-ce que vous, du coup, vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée de faire le rappel au Conseil national de la résistance avec le Conseil national de la refondation? La différence, c'est que pourquoi est-ce qu'on a abouti ce type de parallèle? Parce qu'à chaque fois, on est abouti sur l'idée qu'à chaque fois, après la Seconde Guerre mondiale et après la crise sanitaire, il fallait reconstruire un pays et même changer de modèle. Le Conseil national de la résistance met en place la protection sociale et met en place une politique dite keynésienne pour pouvoir reconstruire la France et provoquer la question la période des Trente Glorieuses. Est-ce que nous, on ne doit pas aboutir sur le même type de réflexion, notamment avec un pays qui est mal? On a vu toutes les défaillances du système français, notamment avec la crise sanitaire. On disait qu'on avait le meilleur système de santé du monde. Finalement, il a été mis à mal par la crise sanitaire et que le système allemand, qui dépense autant que nous, avait plus de lits, des soignants mieux payés et qui étaient mieux organisés, notamment à la différence d'organisation où eux, c'était décentralisé et nous, c'était géré par les ARS. On a vu notamment notre système éducatif être mis à mal malgré l'augmentation des dépenses. On a vu aussi que l'augmentation croissante des dépenses publiques n'améliorait pas la situation française dans la mesure où nous avons de moins en moins de services publics et de plus en plus de pauvres, à la différence des autres pays. Et donc, du coup, cette idée-là du Conseil national de la résistance, et en l'occurrence, Emmanuel Macron parle du Conseil national de la refondation, peut être une bonne idée, notamment pour changer de modèle. Mais la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous en pensez sur le fond? Et est-ce qu'à la fois, comme vous l'avez évoqué tous les deux, c'est toujours un coup de communication ou c'est une réelle volonté de changer le modèle français? Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Marion, je te vois réagir. Je vais te donner la parole en première. Qu'est-ce que tu penses de cette idée du Conseil national de la refondation proposée par Emmanuel Macron?
Tu parlais d'ambiguïté tout à l'heure. Je pense que là, pour le coup, il- c'est assez ironique parce que euh, après avoir fait de la concentration, de la centralisation du pouvoir à fond pendant son premier mandat, alors qu'il avait promis en fait de casser un peu ce modèle-là, il a abouti quand même à une forte centralisation à la fin, même s'il y avait quelques initiatives autour des questions environnementales ou autres, où on a- il a tenté de faire autrement. Voilà, on voit vraiment un retour à 2017 pour moi. C'est un retour à 2017 plus 2.0 si on veut. Euh, et je suis très dubitative sur la façon dont ça va se mettre en œuvre. J'ai l'impression qu'en fait, on n'est pas que sur de la com, mais de toute façon, la politique, c'est aussi une partie de communication, puisque c'est enfin, comme en économie, en fait. On sait très bien que la psychologie et la façon dont les gens se reconnaissent ou appréhendent l'évolution de leur environnement jouent sur la façon dont évolue l'économie. C'est un peu la même chose en politique. Là, ce qu'il dit, finalement, c'est même si j'ai pris du temps à mettre en place un gouvernement, j'ai déjà des choses en tête pour la suite. Même si j'ai pas encore ma majorité en place, on a déjà des plans. Et ça lui permet de dire ça tout en ne mettant pas déjà tout en branle et donc en ne prenant pas de risque sur la machine législative, sur la machine politique et gouvernementale de manière générale. Donc il fait un peu un temps intermédiaire pour essayer de faire le pont finalement entre son élection et l'après-législative. C'est vraiment cette idée-là. Ok, et moi, Et avec ça, avec un vrai retour aux sources. Hein. je vais te posais la question précisément sur le Conseil national de la refondation, à la fois sur la forme et sur le fond. Il dit que le Conseil national de la refondation est à peu près ce que lui a imaginé en réponse notamment à son discours du second tour de victoire du second tour de l'élection présidentielle, où il avait dit qu'il allait remettre à plat le système démocratique français. Et il annonce 5 priorités pour ce Conseil national de la refondation: l'indépendance industrielle, militaire et alimentaire. Deuxième point, le plein emploi. Troisième point, la neutralité carbone. Quatrième point, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique. Et le dernier point, c'est la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Et pour ça, il dit qu'il veut réunir un Conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques, sociales et associatives, des élus des territoires et de citoyens tirés au sort. Est-ce que tu penses, d'abord je vais te poser la question sur la forme et puis après sur le fond, est-ce que tu penses que sur la forme, cela permet notamment de répondre aux critiques qui lui ont été posées sur la question de la centralisation du pouvoir? Est-ce que tu penses que c'est un bon pas, notamment avec ce qu'il a promis, même depuis très longtemps, avec le fameux acte 2 lors des Gilets jaunes, le fait d'associer toutes les forces et d'inventer une nouvelle forme de gouvernance? Est-ce que toi, tu trouves cette méthode pertinente, ou est-ce que tu penses qu'à la différence d'autres, qu'il ne faut pas aller sur ça, parce que comme on est en situation d'urgence, les Français ont élu Macron pour diriger rapidement et fort, alors que là, ça mettra beaucoup plus de temps parce qu'on est plutôt sur une phase de concertation que de décision. D'abord sur la forme et puis après sur le fond, tu me diras ce que tu t'en penses. Sur la forme, c'est des méthodes avec lesquelles, enfin, j'émets beaucoup de réserves. C'est très lié avec toutes les logiques de démocratie directe, démocratie participative, en se disant que finalement, si on enlève les intermédiaires, on aurait quelque chose qui serait plus pur d'une certaine manière dans la façon dont ça représente les réelles préoccupations des gens, les réelles envies d'une population. Mais on peut pas. J'ai un peu court-circuité ta séparation en deux temps, parce qu'en fait, pour moi, on peut pas séparer la forme du fond. Et en fait, en choisissant de faire de la démocratie participative, directe, etc., en enlevant ces intermédiaires, en fait, on s'abstient d'avoir une vision. Pour moi, c'est réellement ça. En fait, on se dit que on se dit qu'on finalement, on n'a pas besoin d'avoir une vision puisqu'elle va venir du bas et on va me permettre de rester dans un espèce de flou artistique assez global sur ce qu'on va effectivement faire et comment on va gouverner, dans quelle direction on va aller. Et tu dis qu'Emmanuel Macron n'a pas de vision. Ben là, pour moi, en tout cas, ce qui ressort de cet entretien, c'est réellement ça. Parce que finalement, tous les mots-clés, toutes les préoccupations qu'il a dit, tu peux les retrouver dans tous les autres programmes.
aujourd'hui, tu pourrais les retrouver en tant que tels dans quasiment les programmes de tous les candidats qui étaient à la présidentielle. Et il n'y a aucune, pour moi, différence, ou en tout cas aucune ligne directrice distincte qui ressort de tout ça. Et c'est ça qui est marquant, c'est que finalement, on a là vraiment l'essence de ce que je reproche en partie à la démocratie participative, c'est que finalement, on choisit des élus et on leur dit finalement, c'est pas vous qui allez gouverner, donc on participe à désessentialiser la fonction des politiques, à leur enlever leur capacité finalement à gouverner. Et donc, on les décrédibilise. Donc, la prochaine élection, pourquoi tu votes? Si finalement, ce n'est plus l'élu qui décide. Il n'y a plus de sens. Bah, t'amènes un, Pour, un pour moi, c'est la grande critique que j'ai avec ces méthodes-là. T'amènes un très bon point, Marion. Et Pierre, comme je te voyais réagir, je suppose que tu partages le propos de Marion, ce qui permet du coup, on va faire la transition directement parce que Marion a évoqué un très bon point. Pour elle, Emmanuel Macron n'a pas de vision. Et ça pose la question des partis qu'on voulait indiquer, c'est quelle politique nationale et quelle politique internationale pour Emmanuel Macron. Mais du coup, Pierre, je te propose que comme tu avais l'air de partager grandement l'avis de Marion sur le Conseil national de la refondation, je vais te poser la question suivante. Est-ce que tu penses comme elle qu'Emmanuel Macron n'a pas de vision et quelle serait sa politique nationale si par cas il remportait une majorité absolue dimanche prochain? Pourquoi est-ce que les Français devraient lui donner une majorité absolue en fait? Pour faire quoi? Qu'est-ce que pour toi ferait Emmanuel Macron suite à ta lecture attentive de l'interview, les différents propos de la majorité depuis le second tour? Et comme tu as suivi la campagne présidentielle avec assiduité, qu'est-ce qu'il ferait notamment dans sa politique nationale pour changer la France? Bah écoute, déjà par rapport au CNR, j'ai envie de dire, quand j'ai lu ça, je me suis souvenu de ce que Georges Clemenceau disait, c'est-à-dire si tu veux enterrer des idées, si tu veux enterrer donc une réforme, tu crées une commission. Et pour moi, je rejoins tout à fait Marion, c'est ça qu'il est en train de faire, c'est-à-dire il essaye justement par des effets d'annonce, par de la communication, il essaie d'endormir tout le monde. Et ça, c'est problématique, on va dire. Deuxièmement, mais je me demande véritablement quelle politique il pourrait faire, quelle politique il a envie de faire. C'est clairement, en soi, il parle de tout et de n'importe quoi. Il parle de la souveraineté en fait de la France, de la souveraineté alimentaire, la souveraineté économique, industrielle. Il parle aussi du pouvoir d'achat. Il parle donc du plein emploi, etc. Mais il en parlait Justement, déjà en 2017. je te pose la même question par rapport à la discussion qu'on avait eue tout à l'heure, par rapport aux propos rapportés par Marion dans son interview, sur le fait qu'ils disent, je différencie, comment tu avais formulé, Marion, l'urgence et la précipitation, enfin, il avait dit quelque chose comme ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression, encore une fois, que Emmanuel Macron a mis tous les mots valises et tous les mots nécessaires pour passer l'entretien d'embauche, et qu'en fait, il a coché tous les mots-clés, et qu'il a mis tous les mots-clés dans son interview, sans qu'on comprenne véritablement à qui il s'adresse? Parce que moi, quand j'ai lu ça, et je ne sais pas si toi, tu as ressenti la même chose, et c'est pour ça qu'on a cette discussion, c'est dans quel sens il veut nous amener? Dans quel sens il veut nous amener? Dans quelle direction il veut diriger le pays? En fait, un coup, ça part très à gauche, un coup, ça part un peu à droite sur la réforme des retraites, parfois ça s'entrechoque, au sein même d'un même sujet, il prend à la fois des éléments de gauche, des éléments de droite, alors que c'est absolument contradictoire en termes d'efficacité. Enfin, il y a un peu tout et son contraire, hein. À un moment, il dit que les Français se sont habitués au fait d'être abreuvés d'argent public pour pouvoir survivre. Et dans le même temps, je crois, trois paragraphes plus tôt, trois paragraphes plus loin, il met en place le chèque alimentaire et le chèque inflation. Donc en fait, on a un peu tout et son contraire. Donc moi, j'ai du mal à comprendre. Et c'est pour ça que je pense que les auditeurs veulent entendre votre avis. C'est pas évident de décortiquer Emmanuel Macron. Je te pose la question suivante. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas un Hollande 2.0 ou est-ce que n'est pas un Chirac 2.0 dans la mesure où il ne sait plus où aller, il gouverne un peu partout et il prend les sujets un peu à la mode, à l'instinct, en fonction des problématiques, mais sans véritable cap et sans véritable vision? Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que, bon, je ne sais pas, on peut le comparer maintenant à François Hollande Chirac. C'est-à-dire, il ne sait pas lui-même où il va, quoi. Il se sent en danger. Il se sent en danger. Donc, il fait, bah, dans l'entretien, il va cocher toutes les cases. Il va donc donner les mots magiques.
ce que les Français veulent entendre. Parce que le pouvoir d'achat, par exemple, c'est la préoccupation numéro un des Français. Donc très bien, il a parlé du pouvoir d'achat parce qu'il sait que comme ça, c'est dans sa stratégie d'aller ratisser large et ça va lui assurer peut-être une majorité absolue au Parlement. Après, est-ce qu'il a véritablement une idée? Est-ce qu'il sait? Non, je ne pense pas, parce qu'il a beau en parler, il dit c'est très important pour mon gouvernement, etc. Mais on a envie de dire, tu es là. Il y a le gouvernement Borne qui a été nommé depuis plusieurs jours. Tu es là, tu as été réélu, tu es là depuis 2017. Qu'as-tu fait véritablement pour ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part essayer de trouver des boucs émissaires, comme il a fait durant 5 ans et comme il a continué à le faire maintenant, c'est-à-dire même le Stade de France, quand il a pointé du doigt les faux billets et ensuite les hooligans, les soi-disant hooligans anglais, et c'est aussi le cas au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Union européenne, il faut la réformer. Génial, comment vas-tu faire? Je ne sais pas, mais c'est impossible parce qu'il y a Poutine, oh le gros méchant, ou bien il y a Viktor Orban qui est très méchant aussi, qui bloque toutes mes réformes. À côté de ça, donc on n'a rien fait, rien entendu. Et donc véritablement, je me dis qu'il ne sait même pas où il va aller, quoi. Il va essayer de gouverner selon les vents. C'est-à-dire si les vents le portent à gauche, il ira à gauche parce que c'est un opportuniste. Il sait que justement c'est ce qu'il faut, ce que les gens veulent entendre. Donc toi, tu dis Emmanuel Macron, il n'a pas de cap et il suit le sens du vent, en fait. C'est un bateau voilier, mais qui n'a pas de Ouais, plus ou moins. gouvernail. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il est porté par le vent. Si un coup Mélenchon a le vent en poupe, il prendra chez Mélenchon. Si de l'autre côté, c'est Zemmour qui a le vent en poupe, il prendra chez Zemmour. Si c'est de l'autre côté, c'est la droite, il prendra chez la droite. Si c'est la gauche, il prendra à gauche. Si c'est Marine Le Pen, il ira chez Marine Le Pen. Et que toi, tu penses en gros, ça va être une sorte de candidat à la mode, quoi. Dès qu'il y a un sujet qui va émerger, il va s'en saisir pour répondre aux aspirations de la société, mais qui ne sait plus à la différence de 2017, parce que 2017, il avait à peu près un cap qu'on comprenait. Hein. Ouais. C'était à peu près le cap de la deuxième gauche rocardienne. Mais aujourd'hui, toi, tu dis, c'est impossible de savoir ce qu'il va faire et il n'a pas de cap, quoi. Il suit le sens du vent. Bah, lui-même ne le sait pas. Je le comparerais plus facilement à une girouette parce qu'on va dire que oui, il répond au vent qui vont à gauche ou à droite. Il va aller de ce point de vue-là, mais il a un cap, il a un gouvernail. Le gouvernail, la base de tout son programme, c'est son ambition. Son ambition. Donc, comme c'est son ambition qui dicte ses nécessités électorales, bah, écoute, il va aller ratisser large, il va parler du pouvoir d'achat, il va parler du chèque alimentation, par exemple. Parce qu'il sait qu'avec ça, il va pouvoir s'assurer une majorité et il va pouvoir rester en place et faire ce qu'il voudra. Et il évisera le moment venu par rapport à ce que les Allemands feront, par rapport à ce que les Italiens ou les Espagnols voudront. Pour moi, Ok, c'est tout. merci. Merci Pierre. Moi, je vais poursuivre l'échange sur la politique nationale d'Emmanuel Macron parce que je vais rester cohérent avec ce que j'ai écrit. Moi, j'ai écrit lors d'une tribune à Valeurs Actuelles qu'en fait, la nomination d'Elisabeth Borne permettait la pérennisation du macronisme après Macron. C'est-à-dire que ça permettait une clarification de son offre politique et qu'à l'époque, il faisait du en même temps et maintenant, il passe à l'extrême centre avec une clarification de son offre politique dans la mesure où, avant, Emmanuel Macron, venant plutôt de la gauche, désigne un Premier ministre de droite, un peu comme ce qu'il fait en Allemagne, sur une forme de coalition, qui n'est pas exactement une coalition, mais qui est une forme d'ouverture auquel il composait avec différentes personnes. Emmanuel Macron, cette fois-ci, a nommé un Premier ministre LREM et quasiment que des ministres LREM. Il n'y a qu'une seule ou deux prises de guerre qui sont plutôt anecdotiques. Et surtout, il rompt avec son engagement initial de 2017, qui était d'apporter de la fraîcheur, notamment en faisant entrer beaucoup de personnes dans la société civile. Quand on regarde le gouvernement, il y a très peu de sociétés civiles, et dans les investis aux législatives, il y a très peu de sociétés civiles, alors qu'à l'époque, en 2017, il y avait 50% de sociétés civiles qui apportaient une nouvelle offre politique et même une nouveauté dans la fraîcheur politique. Là, Emmanuel Macron a composé son gouvernement comme Chirac l'a composé en 2002, comme Hollande l'a composé en 2012, ou même Mitterrand en 88, qui est sur une composition très classique. Et ensuite, après, on m'a interrogé sur ce qu'était le macronisme dans un entretien pour Atlantico. J'avais écrit la chose suivante. Emmanuel Macron a clarifié sa ligne politique en proposant une offre plus ou moins libérale, du libéralisme à la française, européenne, progressiste sur les questions de société, et avec un point essentiel, c'est l'avènement du gouvernement des experts. Il devient le parti du gouvernement des experts qu'on avait théorisé, notamment avec la crise de l'euro, comme tu te souviens, Pierre, et la crise des dettes souveraines. On avait dit, pour répondre à ces questions-là, il faut mettre en place des experts. Et en fait, quand on regarde l'ensemble des postes
clés, c'est quasiment que des énarques et des technocrates. Donc quasiment, enfin des experts entre guillemets, c'est-à-dire qui met l'air des experts ou un gouvernement de technocrates. Est-ce que toi, Marion, tu penses, comme Pierre, que c'est Macron va plutôt dans le sens du vent ou qu'en fait, le fait d'aller dans le sens du vent est uniquement un coup tactique à l'occasion des élections législatives et qu'après, donc le sujet, c'est quelle politique nationale pour Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va arriver sur ce que j'ai dit ou est-ce que toi, tu vois des nuances, notamment sur les points que j'ai cités? Je rappelle une politique libérale à la française, ça veut dire en gros, on libère un peu, mais on assiste aussi européenne, donc avancer sur la construction européenne, quitte à sacrifier les intérêts français, progressiste sur les questions de société et qui est marqué notamment par le fait qu'il ait choisi Elisabeth Borne plutôt que Catherine Vautrin et qu'il ait nommé Papendiaï à l'éducation nationale et donc du coup il rompt avec la ligne Blanquer qui est une ligne laïque et méritocratique. Et enfin, dernier point, l'avènement de la technocratie et du gouvernement des experts comme offre politique affirmée. Alors, je dirais plutôt dans ton sens, même si je pense que les deux sont pas totalement. Bah, justement, juste avant que tu interviennes, j'avais oublié un point que j'avais écrit exactement. Je disais que l'avènement du gouvernement technocrate et l'avènement du Mm, gouvernement des experts permet en fait d'ajouter du pragmatisme pour les partisans et pour les détracteurs, c'était une dépolitisation des enjeux. Et qu'en fait, mm. on arrivait petit à petit, ça te permettait d'avoir un truc cohérent entre moi, ce que je disais sur une offre politique affirmée, sur des principes en fait, pas sur une gouvernance réelle, avec ce que disait Pierre sur le fait d'ajouter du pragmatisme. Et en fait, on dépolitise le débat public pour apporter uniquement des réponses techniques. Et quand vous avez un débat avec LREM ou avec un représentant de la majorité, on vous dit toujours ce n'est pas possible parce que l'Europe ne veut pas, ce n'est pas possible parce que le cadre du budgétaire ne peut pas, ce n'est pas possible parce que toujours ce n'est pas possible parce que il y a toujours on dépolitise en soi l'objet public et la chose publique, alors qu'en soi, nous en France, on est plutôt sur une logique idéologique et même très forte. Toi, Marion, je suis désolé pour ce, pour ce petit point de précision et tu vas pouvoir répondre à cette question si comment toi tu le vois et quelle politique nationale pour Emmanuel Macron. Je pense qu'en effet, cet aspect technique de la gouvernance n'est pas totalement incompatible avec la dimension de participation qu'il entend mettre en œuvre. Mais c'est vrai que là, on touche au fait que finalement, ces organes de participation, de faire émerger des solutions par le bas, euh, touchent à la communication, enfin, relèvent plus de la communication à partir du moment où en fait, il y a un décalage entre l'ampleur du dispositif qui est annoncé. Et là, rien que le nommer Conseil national de refondation, c'est quand même déjà très pompeux comme titre. Ça donne l'impression que ça va être quelque chose vraiment refondation, donc fondateur. Donc on est sur quelque chose qui normalement doit poser les bases, doit poser la structure, etc. Donc implicitement, il envoie le message que ça va avoir beaucoup de poids dans la façon dont la politique va être décidée. Or, on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, que une structure qui était assez similaire avec des personnes tirées au sort, etc. Finalement, une fois qu'ils avaient proposé toutes leurs suggestions, enfin pas leurs suggestions d'ailleurs, les décisions qu'ils considéraient importantes pour lutter contre le changement climatique, Emmanuel Macron avait dit qu'il mettrait en place pratiquement toutes les recommandations, et au final, quasiment rien n'a été mis en place. Et c'est là qu'on voit que finalement, ces structures-là peuvent vite basculer en fait d'un effet d'annonce à quelque chose de totalement qui ressemble plus à une coquille vide qu'à un réel dispositif de structuration de la politique publique. Et en ce sens-là, je suis assez d'accord avec toi finalement, puisque derrière, ce qui va être opposé aux propositions qui vont être faites dans ces cadres-là, ça va être des réponses techniques. Éventuellement, si il y a des choses qui sont proposées, c'est plus simple parce qu'on va pouvoir dire bah non, mais on peut pas le faire parce que. Et en effet, le politique aujourd'hui n'a plus sa place dans ce schéma-là. Et là-dessus, ça va dans le sens aussi avec la proportionnelle, in fine. C'est la proposition de la proportionnelle, finalement, ça va continuer de dépersonnifier la politique au niveau du Parlement. Or, aujourd'hui,
Si on considère déjà que les décisions sont proposées par des dispositifs ad hoc qui sont directement prises avec les citoyens et qu'en face on leur fait des réponses techniques, tout ce qui reste dans la prise de position politique, c'est des questions de personnes. C'est des questions on vote plus nécessairement pour un programme, on vote plus. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu ça dont Emmanuel Macron est un peu l'image, c'est qu'on vote pas tant parce qu'on sait ce qu'il va faire, mais parce que certains sont peut-être dit, bon, au moins il a la personnalité on se dit qu'il pourra tenir tête peut-être à un tel, ou quelque chose comme ça, hein. Et Mais je on pose, vote pour des caractéristiques personnelles et pas pour un programme politique. je te permets juste d'interrompre dessus. Donc toi, tu penses que Emmanuel Macron accélère l'américanisation de la vie politique ou la star-académisation de la vie politique? Ça veut dire qu'on n'est plus là pour débattre des grandes idées, mais quasiment un casting de personnes en disant cette personne a l'air plus sympa ou plus compétente que l'autre ou fait moins peur. En l'occurrence, c'est plutôt ça en 2022 que Mélenchon ou Le Pen. Et donc, du coup, on vote pour Macron, mais sans comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'on vote pour Macron. Au niveau national, au niveau de la présidentielle, en partie. Après, c'est pas forcément le cas de tous les niveaux. Et je pense pas enfin, quand on voit le, les scores qu'a fait LREM au municipal, ça montre bien que ça n'a pas forcément pris à d'autres niveaux, finalement. Que ce schéma-là ne marche pas nécessairement à tous les échelons. Euh, ça posera la question plus à long terme sur le Parlement, je pense, enfin sur l'Assemblée nationale en particulier, si proportionnel il doit y avoir, puisque euh, c'est une tendance ce que tu appelles américanisation, c'est une tendance qui m'apparaît difficile à enrayer parce qu'à partir du moment où il y a la demande de démocratie directe, il y a il y a un engrenage qui se met en place où on se dit, bah, puisqu'on n'est pas satisfait avec les politiques ou la façon dont font les politiques, il faut avoir plus de démocratie directe, et plus de démocratie directe dit moins de poids des politiques, et donc moins de mobilisation lorsqu'il s'agit de voter, moins d'attractivité, aussi moins de personnes parfois qui s'engagent dans la vie politique. Donc on a un peu ce schéma, il est difficile à enrayer, mais en effet, il me semble que ça participe en tout cas à cette dynamique-là. Alors, est-ce que ça va émerger vers un autre format totalement différent de politique d'ici 10 ans, 20 ans? On va faire de la politique fiction, hein, à ce stade, c'est quasiment de la science-fiction. C'est difficile. Je sais pas, je n'arrive pas à voir dans quel sens cela irait avec la façon dont les Français conçoivent la vie publique à ce stade. Après, peut-être que s'il y a une transformation globale de la société, dans 20 ans, peut-être que ça sera le modèle qui fonctionnera avec tout le monde. Ok, merci Marion. Ça permet de clôturer la troisième partie sur quelle politique nationale pour Emmanuel Macron. On avait abordé ce point lorsqu'on avait fait le décryptage de l'annonce du gouvernement d'Elisabeth Borne, notamment avec l'arrivée de Catherine Colonna au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui sera soutenue notamment par Clément Beaune, qui du coup est en danger pour son poste à l'occasion des élections législatives. Et moi, on avait promis d'aborder ce point-là sur quelle politique européenne et quelle politique internationale pour Emmanuel Macron. Notamment, de souvenir, vous disiez que le choix des personnes de Catherine Colonna et de Clément Beaune avait finalement peu d'importance parce que sur le plan européen et sur le plan international, c'était surtout Emmanuel Macron qui décidait. Et donc, du coup, si Emmanuel Macron, c'est lui qui décide, en fait, qu'importe le résultat des élections législatives, parce que je tiens à rappeler que même si on arriverait sur une très hypothétique cohabitation, le domaine des affaires étrangères et le domaine de défense appartient au président de la République. Même si dans la cohabitation Mitterrand-Balladur, on avait parlé de domaines partagés plutôt que de domaines réservés au chef de l'État, auquel le chef de gouvernement donne son avis. Donc, du coup, ma question est la suivante. Quelle, pour vous, sera la politique étrangère d'Emmanuel Macron sur le plan international et européen? Et je pense que peut-être on conclura dessus, notamment un petit focus sur la question de la guerre en Ukraine, auquel vous direz si la France, notamment, se comporte bien, parce que je crois que tous les deux, vous avez écrit, vous avez lancé un appel dans les Échos en disant que l'Europe, menée par la France, doit proposer une alternative à la politique américaine pour résoudre la crise en Ukraine.
pour répondre à cette question, écoute, Pierre, tu veux peut-être intervenir sur la question de la politique européenne d'Emmanuel Macron. Et ensuite, après Marion, une fois que Pierre aura fini, tu interviens sur la question de la politique internationale. Et puis après, on conclura le live sur la question de la guerre en Ukraine. Et vous expliquerez pourquoi est-ce que vous pensez que la France et l'Europe doivent mener une politique différente des États-Unis sur la question de la guerre en Ukraine. À toi, Pierre. Ouais. Donc, par rapport à la politique européenne, pour moi, il faut différencier deux choses. C'est-à-dire que, premièrement, il y a ce qu'Emmanuel Macron veut faire, c'est-à-dire qu'il veut s'implanter en Union européenne, il veut dicter les choix en fait de l'Union européenne. Donc, c'est pour ça il a déclaré il y a quelques semaines vouloir réformer les traités européens. Mais c'est impossible dans l'état actuel, parce que beaucoup de pays ne veulent pas de ces réformes, surtout les petits pays, les pays de l'Est, qui se disent qu'en faisant ça, en sortant de la règle de l'unanimité, par exemple, ils vont perdre de leur poids politique en Europe. Et ceux-ci ne veulent pas le voir. Deuxièmement, la politique européenne de Macron va être dictée clairement par les changements et le retour à l'orthodoxie budgétaire. On l'a vu cette semaine, donc on a eu un changement de président au niveau du Parti populaire européen, le PPE. Donc Manfred Weber, qui était le Spitzenkandidat, donc la tête de liste en fait de la liste pour le Parti conservateur européen en 2019, a été élu à la place de Donald Tusk. Et donc, il a clairement dit que pour lui, c'était fini. C'était fini cette gabegie financière et qu'il fallait donc mettre un carton rouge, par exemple, à Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, car pour lui, beaucoup de pays dépensent beaucoup trop en Europe. Et donc, pour moi, la politique européenne de Macron va être clairement liée à ce retour à l'orthodoxie budgétaire. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Et donc, si en 2017, il comptait sur ses amitiés et ce qui a été vraiment affirmé après les élections en 2019, par exemple, avec ses relations assez bonnes avec Paolo Gentiloni, le commissaire à l'économie, aujourd'hui, on voit justement que les choses bougent en Europe. Donc, clairement, il va devoir s'affirmer et donner des gages à tout le monde et à chacun, en fait. Et surtout aux pays dits frugaux, aux pays qui veulent en finir avec cette gabegie financière. Et s'il ne le fait pas, donc il ne pourra rien faire. Il sera véritablement face à lui, il aura des vents contraires. Il ne pourra rien faire en Europe. Donc clairement, il va devoir s'adapter par rapport donc à ce changement et par rapport au fait que justement, on n'est plus dans le même état d'esprit, c'est-à-dire on n'est plus dans l'état d'esprit du en même temps du faisons tout et n'importe quoi avec de l'argent qui a été emprunté, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ne le veulent plus. Je vais te poser une autre question, Pierre, sur la politique européenne, parce que ça intéresse beaucoup les Français, notamment qui sont attachés à la construction européenne, même s'il y a eu des résultats négatifs, notamment au référendum de 2005. Ils ont montré leur attachement à la question européenne, notamment au second tour de l'élection présidentielle de 2017, où Marine Le Pen proposait notamment de quitter la zone euro. C'est en lien aussi avec le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui appelle à la désobéissance européenne. Toi, pourquoi est-ce que précisément, tu dis en gros que Macron ne peut pas changer l'Union européenne parce que les acteurs qui composent l'Union européenne, aussi bien à la Commission européenne qu'au Conseil européen, donc la composition des chefs d'État et de chefs de gouvernement des autres pays, lui est défavorable et que le parti majoritaire, donc le Parti populaire européen, Manfred Weber, est très hostile à Emmanuel Macron, notamment sur sa proposition de révision des traités. Je crois qu'il y a 13 pays sur 17 qui ont refusé. Mais pourquoi précisément ces pays-là refusent, hormis sur la question d'avoir moins de pouvoir? Est-ce que c'est une différence de ligne politique, de vision de l'Europe? Et après, deuxième question que je te pose, un point précis sur la question du couple franco-allemand. Notamment, est-ce que Macron peut mener des réformes, notamment avec Olaf Scholz, qui est le nouveau chancelier allemand, comme il a pu mener quelques petites réformes avec Merkel sur la question du plan de relance européen? Alors, oui, donc déjà sur la question des pays qui refusent donc la réforme des traités européens, il y a aussi une chose, c'est-à-dire qu'en Europe, durant de longues années, on avait une opposition entre l'Europe d'Emmanuel Macron et l'Europe portée par Viktor Orban. Et c'est-à-dire que
accepter donc tout ce que Emmanuel Macron, tout ce que beaucoup de technocrates veulent, c'est aller dans le sens d'Emmanuel Macron. C'est lui signer un blanc-seing, c'est lui donner la possibilité d'être un petit peu l'empereur, d'être le chef de l'Europe. Et ça, ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas parce qu'ils savent très bien qu'il y aura un retour de bâton, évidemment, et que les traités, la réforme des traités, ce n'est que la partie immergée au-dessus de l'iceberg. Et ils savent très bien que d'autres choses vont arriver. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas ça. C'est-à-dire, ils ne veulent pas, parce que en donnant le pouvoir à Emmanuel Macron et ses amis, et Clément Beaune, entre autres, donc ils savent très bien, par exemple, les Polonais savent très bien que justement, ils ont obtenu gain de cause pour les atteintes à l'état de droit, puisque cette semaine, finalement, donc le plan de relance polonais a été approuvé par von der Leyen. Ça fait quand même 2 ans que donc l'emprunt a été décidé. Donc voilà, et ils savent très bien que si justement ils vont dans leur sens et s'ils leur donnent un petit peu, ils vont se retrouver à devoir s'offrir. Et donc demain, si c'est le cas et si Emmanuel Macron est véritablement le chef de l'Europe, il y aura beaucoup plus en fait de poursuites par rapport aux enfreintes à l'état de droit ou bien le fait que certains pays comme la Hongrie va contre les droits des homosexuels. Et ça, ils ne le veulent pas, véritablement, ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas d'une Europe supranationale trop puissante. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont Et les clairement Allemands. en opposition avec Macron. Et les Allemands, est-ce que tu penses que Olaf Scholz partage les orientations européennes d'Emmanuel Macron en une phrase, hein, en une phrase, puisqu'on on développera ce point sur sa question du coup franco-allemand dans un épisode complet. Mais toi, est-ce que tu penses qu'Olaf Scholz, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Macron? Parce que initialement, la Macronie était plutôt contente de l'élection d'Olaf Scholz. Et ce qu'on voit notamment depuis l'élection d'Olaf Scholz, c'est que ça bug un peu. Donc, toi, est-ce que tu penses que le coup Ouais. franco-allemand, pour l'instant, est mort ou pas? Mort, je ne sais pas, mais dans le coma, peut-être, parce que oui, comme tu l'as rappelé, donc la Macronie était très contente de l'élection d'Olaf Scholz, mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'au pouvoir en Allemagne, ce n'est pas Olaf Scholz, c'est une coalition donc qui va des libéraux jusqu'aux Verts, et donc c'est très dur à tenir comme coalition. Et surtout, donc le mois dernier, donc, 3 élections régionales ont montré que justement il y avait un désaveu des Allemands pour le Parti social-démocrate d'Olaf Scholz. C'est-à-dire que Olaf Scholz a connu 3 défaites très lourdes le mois dernier. C'est-à-dire qu'entre ça, entre ses réponses à la guerre en Ukraine, qui laissent vraiment à désirer, entre le fait qu'il soit tiraillé entre les libéraux qui veulent moins de dépenses et les Verts qui prennent trop d'importance et qui gagnent du terrain en Allemagne, il ne peut rien faire. Donc Olaf Scholz n'est pas fondamentalement une bonne nouvelle pour le couple franco-allemand, en tout cas pas maintenant. Merci, merci Pierre. Je pense qu'il y a un autre point qui est intéressant sur le point européen, et puis après Marion abordera ce point-là aussi. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron est traversé par des clivages très importants sur la question régalienne et sur la question des institutions. Il y a un clivage entre l'Ouest et l'Est, en fait. Et en fait, il y a une différence de vision entre les pays du Visegrad et les pays d'Europe de l'Ouest, et plutôt menés par la France, avec des pays du Visegrad qui sont très attachés à l'Europe des nations, alors que Emmanuel Macron se dirige petit à petit vers la construction d'une Europe fédérale, voire confédérale sur ce plan-là. Il y a aussi un clivage entre le Nord et le Sud sur les questions économiques. Le Nord est très attaché à la question de l'orthodoxie budgétaire, donc à la fameuse règle des 3%, alors que Emmanuel Macron veut investir davantage et casser la règle des 3%, comme il l'a rappelé lors de son discours au Parlement européen sur le fait qu'il voulait réformer les règles de ce qu'on appelle du pacte de stabilité. Et donc, du coup, Emmanuel Macron, finalement, s'est mis dans une position qui est plutôt minoritaire. Et il y a plusieurs points qui peuvent être posés. C'est est-ce qu'en fait, la France d'Emmanuel Macron a la capacité de mener des changements, notamment à la fois sur la question du fond et même à la question de puissance? Et est-ce que Emmanuel Macron permet à la France d'être respectée, de faire entendre la voix de la France au Conseil européen? Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron est président du Conseil de l'Union européenne depuis janvier, qu'au final, depuis janvier, on n'a pas eu, Pierre, tu me confirmes, mais il n'y a pas eu de trop de modifications ou d'intention de modification des européennes. Au final, c'est un peu une présidence française de l'Union européenne pour rien, et que ça va arriver dans 13 ans, je crois, la prochaine, sur ce plan-là. Et peut-être aussi, Marion, que tu voudras intervenir, parce que tu as dirigé un rapport dans le cadre des travaux du millénaire sur créer l'Europe de la puissance, et tu vas peut-être nous expliquer sur pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron
n'arrive pas à impulser de changement au niveau européen. Je crois que ta doctrine, c'était que la France n'était pas assez forte et n'était pas assez respectée au niveau européen. Et ensuite, après, peut-être que tu nous donneras quelques lignes sur la politique internationale d'Emmanuel Macron. Et puis après, vous parlerez de votre position sur la question de la guerre en Ukraine. À toi, Marion. Non, tu as déjà dit les idées principales, hein. Le principe de pouvoir avoir une Europe superpuissance, ça se base sur une Europe où on pourrait avoir aussi porté une voix forte de la France et impulser un certain nombre de lignes directrices, notamment en matière de grands projets européens pour mutualiser les efforts, notamment dans le domaine industriel, par exemple. On voit à quel point les GAFAM sont extrêmement forts. Euh, les équivalents chinois dont l'acronyme m'échappe à l'instant sont également une grande menace pour nous. On a besoin de l'échelle européenne pour pouvoir avoir cette autonomie stratégique qui permette en fait de défendre les intérêts de la France et des pays du continent qui, mine de rien, partagent quand même un certain nombre d'intérêts communs, même si parfois ils ne s'expriment pas de la même manière et ils rentrent en concurrence les uns avec les autres. Et c'est là que se situe la difficulté. L'Allemagne a réussi à impulser à défendre en tout cas ses intérêts au sein de l'Union européenne, notamment dans le cadre des traités économiques, on l'a vu, parce qu'elle a derrière elle le poids de son économie qui est dynamique et cette capacité finalement à peser à travers d'autres leviers. Finalement, il y a une phrase qui dit la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est assez ça finalement. Et l'Allemagne, dans cette position-là, est la main qui donne et en dessous, on a la plupart des pays de l'Union européenne, malheureusement. Donc, on a besoin pour impulser ces changements à l'échelle européenne d'avoir déjà la base solide en France, les capacités d'attractivité économique, mais aussi culturelle au sens large, hein, éducative, pour pouvoir rayonner, avec aussi une vocation, pas juste du rayonnement culturel simplement pour le plaisir de faire parler français à des gens à travers le monde, mais parce que derrière, ça engendre des liens économiques, engendre des liens politiques qui nous permettent de peser à plein de niveaux dans les décisions qui sont prises. Et ce qui bloque aujourd'hui la France dans cette capacité-là, c'est déjà, l'état de nos moyens internes, mais c'est aussi l'attitude qu'on a prise, une attitude assez ancienne, c'est que un peu sur la base de notre volonté universaliste française, je, je ne remets pas du tout en cause, hein, de vouloir promouvoir un certain nombre de valeurs et d'être un peu toujours les bons dans l'histoire, quelles que soient les négociations internationales. Et ben des fois, on se marche dessus, tout simplement, en fait. On n'est pas respecté pour un certain nombre de partenaires parce que finalement, on est dans cette position où on joue avec des règles qui ne s'appliquent finalement qu'à nous-mêmes. Ce qui pose plutôt problème, notamment même dans le couple franco-allemand, le nombre de cas économiques, hein, de projets économiques franco-allemands où finalement la France s'est retrouvée à donner beaucoup, l'Allemagne à promettre et puis à se rétracter sur les engagements ou sur ce qu'elle avait annoncé par rapport à ce qu'elle pouvait donner dans le deal. Ça se compte encore régulièrement. Et parce qu'au final, une fois que l'Allemagne a dit ah ben non, finalement on fait pas, nous on n'est pas en mesure d'aller dire ben dans ce cas-là nous on se rétracte également. Non, on est un peu la bonne poire et on continue à avancer dans le projet commun où finalement le projet n'a plus grand-chose de commun. Merci Marion pour ton intervention. Donc, si je récapitule, pour toi, la France sacrifie à peu près ses intérêts pour faire passer un idéal européen, mais qu'en fait, à chaque fois, on se fait un peu avoir à tous les niveaux. Dire que nous, on est volontaire, on accepte de donner, et au final, on n'obtient pas forcément une contrepartie adéquate. Mais sur la question de la contrepartie adéquate et le fait de se faire avoir, est-ce que, au final, et ça m'amène au sujet de conclusion, est-ce que la France ne se fait pas avoir comme l'Union européenne et l'Europe sur la question de la guerre en Ukraine? Parce que c'était l'objet de votre tribune, je rappelle. Le titre, vous l'avez publié aux Échos, c'était Guerre en Ukraine,
l'Europe doit trouver une alternative au jeu des États-Unis. Vous me dites si je me suis trompé ou pas dans le titre, et désolé si je me suis trompé. Donc peut-être que l'un de vous deux, Marion, vu que tu es là, tu peux nous expliquer, puis après Pierre, tu donneras ton point aussi. Pourquoi est-ce que pour toi, on doit trouver un jeu alternatif aux Américains sur la question de la guerre en Ukraine? Alors, on est toujours globalement plutôt alliés hein, automatiquement avec les Américains par raison historique, hein, parce qu'on a une histoire commune. La France a aussi beaucoup joué dans l'indépendance américaine, hein, il faut le rappeler. Donc on est encore souvent très liés aux États-Unis dans nos positionnements parce que c'est l'Occident. C'est ce qui reste en tout cas de l'idée qu'on se fait de l'Occident. Sauf que les États-Unis, avec le pivot qu'ils ont effectué dans les années 2010, avec Barack Obama, le pivot vers le Pacifique, vers les questions qui les concernent eux directement, puisque c'est leur voisinage immédiat, et leur compétitivité vis-à-vis de la Chine en pleine explosion de puissance et en progression sur le plan économique notamment, mais également militaire. Euh, Ce pivot-là, il marque aussi la fin finalement d'un alignement qui était particulièrement marqué jusque-là entre les intérêts américains et les intérêts européens. On était encore sur la première partie, la première décennie des années 2000, sur la lutte contre le terrorisme, qui était malgré tout partagée entre l'Europe et les États-Unis. On était encore sur un peu des restes de la guerre froide où la Russie avait quand même encore une, une, une mauvaise image qu'elle a malheureusement très rapidement regagnée ces derniers mois. Donc il y avait encore ce prisme qui faisait on partageait des objectifs communs, sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus de garantie que les États-Unis aient vraiment l'intention de s'engager dans la défense des intérêts européens comme ils ont pu le faire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2010. Et ce changement-là, il est important puisque derrière, sur le plan notamment militaire, mais pas que, mais sur le plan militaire, l'Europe est encore très dépendante à travers l'OTAN de la défense américaine. Et donc la guerre en Ukraine, elle est compliquée pour nous puisque finalement on se retrouve à être la cinquième roue du carrosse, j'ai envie de dire, mais c'est surtout on est le troisième acteur derrière dans ce conflit Chine-États-Unis qui a une petite résurgence à travers la guerre en Ukraine. Je veux dire à travers ça que finalement l'Union européenne est un énorme acteur, a un énorme potentiel économique, potentiel démographique, mais elle n'est pas en mesure aujourd'hui d'exister seule si elle n'est pas capable de s'autonomiser des États-Unis. Si elle n'est pas capable de s'autonomiser des États-Unis, elle sera finalement bousculée à droite à gauche, prise par les intérêts américains par moment, lorsqu'il s'agit par exemple de la guerre en Ukraine où les Américains ont l'objectif et l'intention de pouvoir augmenter, enfin, en tout cas nourrir et souffler sur les braises du conflit en Ukraine pour pouvoir durablement affaiblir la Russie, ce qui est leur avantage puisque derrière ça fait un ennemi en moins dont se préoccuper pour les prochaines 20 à 30 années et qui leur permet de se concentrer sur la Chine. Et donc derrière, on est malmené entre ça et la Chine qui, elle, a ses intérêts économiques en Europe, qui est la plus grosse sortie pour ses marchés et ses productions. Mais je vois que tu voulais intervenir, donc Merci, merci Marion pour ton intervention. Toi, Pierre, est-ce que tu peux nous dire, en lien avec ce qu'a dit Marion, pourquoi est-ce que les États-Unis, quelle est la stratégie américaine vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine? Je crois que vous aviez écrit que notamment les États-Unis, eux, ne voulaient pas forcément une fin de conflit immédiate, mais eux voulaient enliser la Russie pour détruire la Russie, en fait, pour que la Russie s'embourbe, en fait, dans le conflit ukrainien, comme ils se sont embourbés en Afghanistan, afin de conduire à une chute de la Russie. Si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu votre texte, n'hésitez pas à m'interrompre si par cas j'ai commis une petite inexactitude. Donc n'hésitez pas à me dire dessus, mais je crois que c'est ça. Et donc du coup, peut-être que Pierre, tu peux nous expliquer en quelques mots quelle est la stratégie américaine sur ce plan-là. Oui, donc Marion l'a très bien expliqué.
principalement, le problème, c'est la divergence des intérêts. La divergence d'intérêts. Et dans ce conflit, les Américains ont des intérêts qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et eux, ils n'ont pas intérêt à ce que la guerre se termine ainsi. Ils n'ont pas intérêt à ce que Vladimir Poutine, même une victoire à la Pyrrhus, qu'il remporte cette victoire. Parce qu'ils ne veulent pas voir Poutine trop puissant et comme ils l'ont vu à l'ONU, par exemple, beaucoup de pays sont indifférents et ne veulent pas prendre parti pour les Américains ou pour les Russes. Donc, de ce point de vue-là, ils sont conscients qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer et ils ne veulent pas que Poutine et que la Russie puissent s'imposer comme une troisième voie, on va dire, dans le monde. Et donc, de ce point de vue-là, ils essaient d'instrumentaliser en fait les Européens, chose qu'on voit par exemple avec donc les différents paquets de sanctions qui sont très difficilement votés au sein de la Commission européenne et au sein du Conseil européen présent. Et donc les Américains veulent véritablement que les Européens continuent à les soutenir, continuent à agir pour que cette guerre en fait dure, ce qui leur permettra donc de ne pas voir la Russie trop forte après ce conflit et surtout de ne pas envoyer un message négatif à d'autres pays dans le monde, c'est-à-dire voir un pouvoir autocratique l'emporter sur une démocratie. C'est pour eux, c'est inconcevable parce que si ceci arrivait, demain, ce serait la porte ouverte justement à l'invasion de Taïwan par la Chine, par exemple. Et ça, ils ne veulent pas. Ils veulent encore conserver cette image de gendarme du monde un petit peu. Et donc, de ce point de vue-là, les Européens sont un petit peu les victimes collatérales de cette ambition américaine. Merci, merci Pierre. Je vais juste poser une petite dernière question et puis après on va conclure le live. Sur le point précis des Américains et la stratégie américaine, Marion, est-ce que tu peux me dire à peu près quelle est la divergence de points précisément sur la question de la guerre en Ukraine? Est-ce que c'est une divergence par rapport à Poutine, sur la question ukrainienne précisément de Zelensky, ou sur une question de divergence d'intérêt sur est-ce qu'il faut arrêter le conflit rapidement ou pas? Peut-être précisément, c'est peut-être ce point-là où il manque peut-être un petit point d'éclaircissement sur la divergence d'intérêt précisément, vraiment centré sur la question ukrainienne et vis-à-vis de la Russie. Je vais tenter une réponse. J'espère avoir bien compris ta question. C'est une différence d'objectif à long terme. C'est une différence d'objectif à long terme qui fait que les Européens ont intérêt à ce qu'il y ait une sortie, certes honorable pour l'Ukraine. On peut pas avoir un pays qui soit totalement dilapidé, écartelé pour conclusion finalement de cette guerre en Ukraine, sans qu'il y ait une forme de dignité, en tout cas dans le traitement d'un gouvernement qui est un gouvernement ukrainien démocratiquement élu, etc. Donc, il y a un objectif partagé à ce niveau-là sur la sortie du conflit pour l'Ukraine, mais par contre, c'est vraiment vis-à-vis de la Russie. L'Europe n'a pas d'intérêt à ce que la guerre dure parce que ça nous impacte en premier lieu. Et on n'a pas un intérêt immédiat à ce que la Russie soit nécessairement détruite pour les 50 prochaines années. On a besoin d'un voisin qui soit en tout cas respectueux de ce qui soit fait dans le cadre de l'Europe et de l'Union européenne, mais on n'a pas nécessairement besoin de détruire la Russie pour autant. Or, les États-Unis, eux, sont dans une autre logique qui est celle de leur conflit avec la Chine. Qui est un conflit total, un conflit de civilisation quasiment, et pour lequel ils ont besoin de pouvoir avoir le maximum de moyens à disposition tournés vers le Pacifique, au cas où le conflit soit amené à tout d'un coup s'exacerber et devenir un conflit chaud, un conflit conventionnel, une guerre carrément, dans l'océan Pacifique. Et donc, pour cela, ils doivent avoir les moyens à disposition. Or, s'ils ont deux fronts en même temps, ou en tout cas même un ennemi, un allié de la Chine, encore fort sur le plan politique et sur le plan militaire, voire économique,
Ça fragilise leur position vis-à-vis de la Chine, ça fragilise leurs moyens à intervenir dans le Pacifique et ça les rend du coup plus vulnérables sur ce plan-là. Donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'eux ont intérêt à ce que le conflit en Ukraine dure, s'enlise pour que les moyens militaires russes soient quasiment amenés à néant, que leur économie soit vraiment fragilisée et qu'au final, la Russie de Poutine ne puisse plus peser sur le plan politique à l'international et ne puisse plus servir d'allié sur le plan économique et militaire à la Chine. Merci Marion pour ce point. Merci Pierre également pour ta contribution. Et je pense que les auditeurs ont compris pourquoi est-ce que vous vouliez que l'Europe trouve une stratégie alternative au jeu américain, notamment sur la résolution de la guerre en Ukraine. En arrivons à la conclusion de ce live sur le sujet Emmanuel Macron est-il en danger? Dans les prochains épisodes, nous allons revenir notamment sur la France face aux crises. Quelles sont les origines de la crise économique, de la crise financière, de la crise alimentaire et énergétique que nous sommes en train de traverser? Et également, dans les prochains épisodes, pour poursuivre l'échange que nous venons d'avoir, vous allez être interrogé sur la question de la guerre en Ukraine. Est-ce que la guerre en Ukraine doit être lue sur l'espace du conflit Chine-États-Unis? Et la deuxième question qui est posée sur la guerre en Ukraine, c'est est-ce que la guerre en Ukraine n'est pas l'application du piège de Thucydide avec une puissance dominante régionale qui était la Russie et une puissance émergente qui était l'Ukraine sur ce point-là? Et donc, du coup, vous allez être interrogé dessus. Et puis enfin, on va revenir après pour donner un peu de visibilité pour vous donner un peu de visibilité sur la question du conflit entre la Chine et les États-Unis, les origines du conflit, et notamment quel est l'impact de la guerre de l'opium dans l'esprit chinois, sur la volonté de renaissance chinoise, avec Marion et Pierre qui nous donneront un éclairage, en particulier Marion, sur l'importance de la guerre de l'opium dans l'esprit de Xi Jinping et dans l'esprit des décideurs des Chinois. Alors, pour ne rien manquer de nos actualités, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, notamment si vous avez apprécié les commentaires de Marion, les commentaires de Pierre, ou si par cas vous espérez qu'on aborde certains sujets précis, ou si par cas vous avez d'autres questions sur notre sujet Emmanuel Macron est en danger ou sur une des 4 parties que nous avons traitées. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, voire une bonne soirée si vous nous regardez plus tard. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode, La France face aux crises. Merci à tous. Et merci Pierre, merci Marion. Merci. Bonne journée. Merci.